Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Et tous mes voeux à tous et à vous, cher Alain, pour cette année qui vous verra entrer à l'Académie française. Quant à moi, je m'efforcerai de ne plus écorcher vos oreilles par d'affreux barbarismes et autres solécismes. Nous avions fini 2014 avec Éric Zemmour, 2015 commence incontestablement avec Michel Houellebecq, dont le nouveau roman Soumission suscite déjà la polémique avant sa sortie en librairie mercredi prochain. Ce sera donc notre premier sujet et nous consacrerons la fin de l'émission à la Légion d'honneur héroïquement refusée par l'économiste Thomas Piketty. Alors, l'action de soumission démarre à Paris quelques semaines avant la présidentielle de 2022. Le pays est en proie à des violences que l'on devine interethniques, mais qui sont cachées par les médias. L'UMPS s'est en bout de course et la présidentielle s'apparente à un duel entre Marine Le Pen et Mohamed Ben Abbès, leader de la fraternité musulmane, lequel finit par l'emporter avec le soutien des deux ex-grands partis avant de nommer François Bayrou à Matignon. Alors, on suit alors dans le roman l'islamisation douce de l'université et celle de la société tout entière à travers le cheminement de François, quadragénaire désabusé, revenu de tout sauf de Huysmans, et cheminement qui le mène de la révolte à la résignation, tandis que Myriam, la femme qu'il aurait pu aimer, part vivre en Israël une existence plus dangereuse mais plus exaltante. Dans le fond, ce que Houellebecq dépeint, c'est le suicide de l'Occident. Alors, vous avez donné au Journal du Dimanche un excellent entretien qui vous vaut bien sûr d'être embarqué sur le même bateau que Houellebecq, Zemmour et plus si affinité. Je ne vous demanderai donc pas, Alain Finkielkraut, si vous avez aimé ce livre, mais pourquoi vous l'avez aimé. Michel Houellebecq est notre grand romancier du possible. Entre clonage généralisé et devenir touristique de la France, Plateforme. il s'épanouit dans le roman d'anticipation. Soumission ne déroge pas à la règle. Sauf que cette fois, Houellebecq appuie là où ça fait très mal, et les progressistes, dont il était, malgré sa noirceur, le chouchou, crient « aïe ». Pas tous. Bon, en tout Mais cas... oui, vous avez raison, il crie aïe, vous déjà, avez raison. Je vais déjà dresser la Oui, liste. Cela les amusait de voir Houellebecq présenter des catastrophes comme des délivrances. Ils appréciaient le ton unique de son désespoir placide. Ils lisaient avec enchantement la prose pince sans rire d'un Alceste flegmatique. Et j'ajouterais qu'il vénère le best-seller. Peut-être. Pas tous les best-sellers. Mais là, avec Soumission, il s'agit de l'islamisation éventuelle de la France, et Sylvain Bourmeau, Laurent Geoffrin, ainsi que toute l'équipe, toute la rédaction du magazine Transfuge ne s'amuse plus. Alceste à cigarette a dépassé les bornes. Philinte est ulcérée, Philinte est d'indigné, Philinte fait une scène. Avec toute la véhémence de l'amour déçu, il décrit la lepénisation d'un grand esprit, voire, comme Bourmeau, qui parle de suicide littéraire français, sa zémourisation. Oui, Geoffrin parle de Le Pen au flore. Alors, justement, donc, je vais donner quelques citations. De Soumission émane l'odeur d'un comptoir de bar à bière un dimanche matin, le familier misanthrope jeté en pleine sociologie française sans le rance, écrivent Oriane Jancourt Galignani et Damien Aubel. Et maintenant, Laurent Geoffrin. Donc dans Transfuge, la Ça, première citation, ça, c'est c'est Transfuge. Transfuge. Le bar à bière, donc c'est Le bar à Alceste, bière, Alceste à Cronenbourg. C'est-à-dire, vraiment, les bobos ne peuvent plus supporter ce beauf. Ouais. Deuxième citation, celle-là de Laurent Geoffrin. Elle est très intéressante. Et je ne lui reproche pas, d'ailleurs, son indignation, parce qu'en effet, il est cohérent. Quelles que soient les contorsions intellectuelles qu'on utilise pour le défendre, la fable de Houellebecq jouera un rôle dans la cité. Elle adoube les idées du Front National ou bien celles d'Éric Zemmour au cœur de l'élite intellectuelle. Signée d'une idole de la critique, elle leur donne la reconnaissance qui leur manquait dans le quadrilatère royal de l'édition française. En un mot, elle permet
de chauffer la place de Marine Le Pen au Café de Flore. Et Sylvain Bourmeau, enfin, de roman diagnostique écrit au scalpel, Michel Houellebecq passe avec soumission au roman Symptômes écrit à la cire et truffé d'italiques ridicules en guise de preuve. Il participe d'un air du temps rance et explosif qu'il préfère prendre pour argent comptant plutôt que d'en débusquer les enfumeurs et d'en traquer les artificiers. Après Moisi, après Nauséabond qui a longtemps tenu la corde, rance est l'adjectif du jour. C'est la gauche nauséabonde et une grille de lecture tout de même, un peu rabâchée, c'est-à-dire le jeu du Front National, c'est Le Pen. Oui, mais Zemmour, pourquoi rabâcher? C'est-à-dire, non, mais c'est une manière de dire. Il est absurde d'agiter les peurs en décrivant la soumission progressive de la société française à l'islam, puisque c'est en effet le sujet de Houellebecq. Mais pourtant, et je donne un exemple parmi d'autres, quand Claude Askolovitch écrit « Il n'y a pas de retour en arrière, la France va en islam », pas entièrement, mais suffisamment pour changer la donne. Personne ne dit que sa pensée est rance. Non, parce que lui apprécie plutôt cette évolution. Pourquoi ? Me semble-t-il. Parce qu'il ne dénonce pas ce mouvement, il s'en réjouit, et surtout parce qu'il ne parle pas de soumission, mais d'ouverture. C'est au nom de l'ouverture à l'autre qu'il réclame l'abolition des lois interdisant les signes religieux ostensibles à l'école ou la dissimulation du visage dans l'espace public. C'est au nom de l'ouverture à l'autre ou à l'étranger, superbe aux yeux profonds, à la démarche légère, aux lèvres mi-closes, toutes frémissantes de chant, que le conseiller d'État Thierry Tuot, que j'ai déjà abondamment cité, mais avec lui beaucoup d'experts, de sociologues, de militants associatifs, récuse, dénonce la célébration angoissée du passé révolu d'une France confite dans ses traditions imaginaires. Et donc, il dénonce cette célébration pour ce qu'ils appellent une politique de mise en capacité pour créer une société inclusive. On parle en post-français dans la société post-nationale. Et c'est au nom, encore une fois, de l'ouverture à l'autre que l'enseignement de l'histoire a été profondément modifié, que la première partie du programme de 5e est consacrée au début irénique d'un islam au service de la science, par opposition à la violence de l'Église du Moyen-Âge contre les hérétiques et à la dureté de l'Inquisition. D'érotique, il y en a moins. Oui, j'en conclus, excusez-moi de ce lapsus, j'en conclus que la grande et belle idée de l'antiracisme n'est plus rien d'autre aujourd'hui que l'alibi de l'obéissance. Donc il n'y aura sans doute pas de parti de la fatalité musulmane. Fraternité. De la fraternité musulmane. Je fais des fautes aujourd'hui. Ce ne sont pas des fautes, ce sont des lapsus. Mais ce lapsus est très beau. Oui. Il n'y aura pas de parti de la fatalité musulmane. Mon inconscient est plus intelligent que moi, je lui cours après. Non. Je n'irai pas jusque-là. La polygamie ne sera jamais autorisée en France, donc on peut dire que Houellebecq se trompe, mais sa pertinence est ailleurs. Elle est dans son appréhension de notre temps. La soumission, c'est maintenant. Oui, la soumission, et peut-être même, ça ressemble à une histoire de collaboration, hein, sans vouloir récupérer de points... Faites attention à ce mot. De points Godwin. Mais tout de même, ça n'est pas vraiment au nom de l'autre, au nom de l'ouverture à l'autre que l'islam s'étend dans le livre de Houellebecq. C'est plutôt parce qu'il répond à une certaine fatigue d'être soi française et occidentale. Oui, bien sûr. C'est ça qui est frappant, je trouve. Oui. C'est l'abandon, dans le fond, l'abandon, disons, à une culture qui nous évite d'être nous-mêmes. Cette fatigue est le grand sujet de Michel Houellebecq, oui. Depuis Particules élémentaires. L'Occident n'en peut plus de lui-même. Houellebecq n'en peut plus lui-même. Il est fatigué et il nous dit que l'islam pourrait, en quelque sorte, constituer un recours et
là où il est drôle, c'est que il ne prend pas le parti de la critique, il nous montre cela comme une éventualité non seulement plausible, mais peut-être agréable. Il dit d'ailleurs, lui, qu'il avait même envisagé que son héros, à la fin, se convertisse au catholicisme. Voilà. Mais il est clair que ça... Il dit aussi, dans le même entretien avec Sylvain Bourmeau, que ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionne parce qu'il s'agit de l'islam, et parce que l'islam est aujourd'hui en position de force, en position... démographiquement et idéologiquement, on peut parler d'un grand dynamisme de l'islam, alors que la religion catholique est complètement exsangue. Mais pour en revenir à la pertinence de Houellebecq... Justement, vous avez employé, excusez-moi, je voudrais vous citer, si vous voulez bien, parce que vous avez employé évidemment le mot plausible, et il me semble que c'est ça, peut-être, qui fait le sel de ce livre, c'est qu'on a toujours l'impression on n'a pas du tout l'impression d'être dans de la science-fiction, et vous dites, dans ces conditions, c'est à la littérature, ou du moins aux écrivains courageux, que le réel revient en héritage. Oui. Alors, est-ce que c'est notre avenir ? Non. Voilà. Finalement, ce que je pense, c'est que notre avenir ne prendra pas cette forme, mais que c'est déjà, en quelque sorte, notre présent, parce que tout le monde n'est pas soumis, tout le monde ne se rend pas. L'université est encore laïque. Mais la grande affaire de ceux qui se présentent eux-mêmes comme des rebelles, des réfractaires, des résistants, c'est que rien ne fasse obstacle aux revendications de l'islam et à sa progression. Et telle est, à mes yeux, la mystification de la gauche actuelle, telle est sa suprême imposture, quand elle dit changement, il faut entendre soumission, et pas seulement à la force démographique et idéologique de l'islam, mais à tous les processus en cours. Dans son allocution du 31 décembre, présenté comme volontariste, c'était le mot de tous les commentateurs, et truffé de redoublement du sujet. Le président de la République a dit, par exemple, « La jeunesse sera toujours ma priorité, avec des moyens supplémentaires pour lutter contre les inégalités scolaires, avec le lancement d'un grand plan numérique à l'école, parce que je veux que la France soit le premier pays d'Europe en matière d'utilisation des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies dont je l'ai déjà on va avoir le Nobel même, de l'iPad, le Nobel de l'iPad. Oui, ces nouvelles technologies dont je l'ai dit, les cadres dirigeants d'Apple, de eBay, de Facebook, de Google font tout pour préserver leurs propres enfants. Alors, si vous voulez, dire qu'on est de droite parce qu'on ne veut pas accompagner les processus, mais les freiner, les civiliser, les renverser même, c'est un abus de langage qui témoigne de la grave crise intellectuelle, morale et politique de la gauche d'aujourd'hui. Alors, et justement, mais là, j'ai une petite surprise pour vous. Une petite surprise, parce que je n'ai pas défloré le livre de Houellebecq. Je peux dire qu'il est amusant. Je peux dire aussi que le parti pris de politique fiction en fait peut-être davantage un livre d'intervention que un roman destiné à la postérité lointaine. C'est-à-dire, oui, on se demande si les générations futures comprendront quelque chose à ces personnages. Voilà. Mais je voudrais proposer un amuse-gueule à tous ceux qui l'achèteront dans les jours à venir. Et ils devraient aller sur Internet pour écouter. Donc, si Alain Finkielkraut nous suggère donc d'aller sur Internet, je vous remercie. Je vais faire une mise au point très claire. Vous êtes un geek. Non, je suis un vieux con. Mais la chance des vieux cons, leur rédemption possible, c'est qu'ils ont des enfants. Oui. Et moi, j'en ai un. Passer à l'école du numérique. Et donc, mon enfant, qui n'est plus un enfant, m'a fait connaître sur Internet le nouvel opus de Médine. Médine est un rappeur venu du Var et assez célèbre aujourd'hui. Il a débuté dans la carrière par une apologie musicale des attentats du 11 septembre et de Ben Laden. Il s'est donc retrouvé interdit d'antenne
et opportunisme ou véritable cheminement intime, il a pris, comme l'écrit Elisabeth Chemla, son propre contre-pied en adoptant pour devise « I am Muslim, don't panic ». Et d'ailleurs, il a écrit, sous ce titre, « Don't panic », un livre d'entretien avec Pascal Boniface, qui d'autre, publié chez Desclés de Brouvert. Don't panic. Et Don't panic. Et donc, dans ce Don't panic, eh bien, il tente patiemment de désamorcer la peur de l'islam en France. D'ailleurs, pour cela, il a été reçu à Sciences Po, évidemment, et il a fait l'Olympia. Mais son dernier Pardon, opus, c'est une blague. Non. Il a fait l'Olympia avec Pascal Boniface ? Non, Pascal. Ça, je ne sais pas. En tout cas, donc, il a écrit tout ce livre, mais son dernier opus, en référence à ce Don't panic, s'intitule Don't like. Et il a été vu, il a eu 270 000, bientôt 300 000 vues sur YouTube. C'est comme ça qu'on dit. Donc, oui. Eh bien. C'est pas énorme. Écoutez, ça commence fort, en quelques jours, et puis avec la publicité que je suis en train de lui faire. Oui, là vraiment. Et alors donc. C'est pas énorme, sauf que. C'est Don't voilà. like. C'est Don't like. Alors, il commence par. Alors, oui, plutôt, voilà. Je me réfère à Houellebecq dans Paris Review. Il dit « La société ne peut pas survivre sans religion ». C'est un entretien qu'il a eu avec Sylvain Bourmeau, mais il l'a publié en anglais, dans une revue d'ailleurs assez prestigieuse, Paris Review. Et Médine commence par « Dieu est mort », disait Nietzsche. Nietzsche est mort, signez Dieu. C'est un slogan d'ailleurs assez connu qu'il reprend à son compte. Ça c'est drôle d'ailleurs. Oui. Et il annonce un temps où on parlera laïcité entre l'Aïd et la Saint-Matthieu. Alors, j'ai pas tout saisi de ce déchaînement verbal, mais j'ai entendu quand même « Islamo Kaira, c'est ma prière de rue. Je suis Jean Djellaba à la journée de la jupe. Je me suffis d'Allah, pas besoin qu'on me laïcise. Marianne est une femelle tatouée fuck God sur ses mamelles. Si j'applique la charia, les voleurs pourront plus faire de main courante. Vas-y, Yous, balance les billets, je mets des fatwas sur la tête des cons. Yous aurait promis je ne sais quelle récompense pour qui en finirait avec Zemmour. Donc, vas-y, Yous, je ne sais pas qui c'est, mais vas-y, Yous, balance les billets, je mets des fatwas sur la tête des cons. Voilà. Je remercie Thomas Finkielkraut pour cette contribution à la science du rap. Mais ces vociférations, je l'avoue, m'inquiètent. Mais c'est mon inquiétude que Laurent Geoffrin ou Sylvain Bourmeau jugent rances et qui les inquiètent à leur tour. Dont panique, disent-ils avec Médine, et il semble bien aujourd'hui que les Juifs, au moins, refusent de les entendre, et c'est un des sujets du livre de Houellebecq. Oui, alors il faut dire donc il y a cette femme Myriam qui est peut-être la femme qu'il pourrait aimer dans un parcours, disons, amoureux plutôt déprimant, et malheureusement celle-ci part avec sa famille en Israël, d'où elle lui écrit de loin en loin, et il a cette phrase que je trouve moi merveilleuse et très triste, et il dit « Il n'y a pas d'Israël pour moi ». Et dans le fond, c'est la situation aujourd'hui de beaucoup de nos compatriotes. Il n'y a pas d'Israël pour eux. Alors, j'avais oublié quand même le plus beau vers, faut appeler les choses par leur nom, de notre ami Médine. Le polygame vaut bien mieux que la Miss Strauss-Kahn. Voilà, quand même. Le polygame vaut bien mieux que la Miss Strauss-Kahn. Bon, ce n'est pas un alexandrin, mais bon. Pas tout à fait, mais il y a une rime intérieure en tout cas. Le polygame vaut mieux que la Miss Strauss-Kahn, et en effet, les Juifs, ou certains d'entre eux aujourd'hui, ont peur et vont chercher refuge dans l'insécurité d'Israël, ce que Houellebecq a lui-même très bien perçu. Et dans le texte du Don't laïque, on voit bien que une possibilité est donnée d'alliance entre gens du livre, avec ceux qui fêteraient la Saint-Matthieu et ceux qui célébraient l'Aïd, mais il n'y a aucune place. Il n'y a pas de Pessard entre les deux. Il n'y a pas de Pessard entre les deux. Voilà. Bon, eh bien, voilà qui inaugure l'année sur
sur d'excellents auspices. Et venons-en rapidement à Thomas Piketty, l'économiste vedette de François Hollande en 2012 et auteur du Capital au XXIe siècle, qui s'est déjà vendu à 1,5 million d'exemplaires dans le monde. De son exil américain où il fustige le gouvernement qu'il a contribué à faire élire, Piketty a refusé avec fracas la Légion d'honneur, estimant que ce n'était pas au gouvernement de décerner des brevets d'honorabilité. Certains commentateurs ont admiré ce geste empreint de panache qui inscrit le successeur de Karl Marx dans les pas de Sartre refusant le Nobel. Le gouvernement, lui, n'a guère apprécié. Et vous ? Que vous inspire ce geste, vous qui avez, me semble-t-il, accepté votre élection à l'Académie française? Et j'ai aussi accepté la Légion d'honneur, mais elle m'avait été proposée. Donc il paraît que... Il semble que Piketty, oui, là pour le coup, alors oui, il devrait avoir le Nobel de la comédie, mais il semble vraiment qu'il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant, moi elle m'a été proposée, et je me suis dit tout de suite... Qui suis-je pour dire non? Parce que je savais bien que dans certains cercles, on allait se moquer de moi, et ça n'a pas manqué. Mais Thomas Piketty, si j'en crois ses déclarations au Monde, s'estime supérieur à cet État qui prétend lui décerner un brevet d'honorabilité. Je n'ai pas personnellement cette vanité et je la trouve profondément ridicule. Car franchement, avec la Légion d'honneur, il s'agit en effet d'honorer ceux qui ont fait rayonner la France ou ceux dont on estime qu'ils ont des mérites éminents. Les gouvernements de droite honorent souvent des intellectuels de gauche. Les gouvernements de gauche peuvent honorer des intellectuels de droite ou de gauche qui ne sont pas d'accord avec eux. Piketty ne pactise pas, dit-il. Et j'ai entendu Tardy qui a dit, le dessinateur Tardy qui a dit « Moi, je veux rien avoir à faire avec l'État ». Mais de quoi nous parle-t-il? Cet État, ils vivent dedans. Ils en sont les fonctionnaires. C'est cet État qui rembourse qui leur permet de faire leurs recherches, en tous les cas. Leur sécurité sociale, c'est cet État qui leur permet de se faire soigner. L'extériorité dont ils se réclament est totalement imaginaire. Et je trouve intéressante la posture de Piketty parce qu'elle nous montre encore une fois que les rebelles d'aujourd'hui sont des enfants gâtés et rien de plus. Mais quand même, on peut examiner tout de même son argument, parce que dans l'ordre intellectuel, est-ce que c'est à l'État, effectivement, de décerner en quelque sorte une forme de reconnaissance? Est-ce que... Pourquoi parler d'État? On peut parler de la République. Il est tout à fait légitime que la République, encore une fois, mette à l'honneur un certain nombre de gens dont les travaux sont jugés estimables. Je n'y vois, moi, aucune espèce de récupération. Récupération par quoi? Le pouvoir, le système. Mais enfin, cette République, nous vivons en elle, nous la défendons. Alors si nous la défendons, c'est pas la peine aussi que nous nous mettions à cracher dessus comme si nous étions supérieurs à elle. Oui, surtout... dans l'affaire, il y a en plus un arrière-plan politique qui a beaucoup énervé le gouvernement. C'est que, en quelque sorte, Piketty a un peu profité de cette opportunité pour affirmer son opposition. Voilà, en plus, et le gouvernement, j'ai lu qu'une ministre avait la ministre déclaré, du numérique. Oui, elle avait déclaré qu'il n'avait pas besoin d'annoncer son refus par l'agence France Presse. Donc, il a donné une très grande publicité à cette attitude pour satisfaire tous ceux que Philippe Meuret, que vous honorez dans le prochain causeur, appelle les rébellocrates. Et est-ce que vous avez lu, pour terminer, est-ce que vous l'avez lu, Le Capital au XXIe siècle? Non, pas encore, donc je ne juge pas, moi, des travaux de Piketty. Je me sens incapable de lui décerner la Légion d'honneur comme de la lui refuser. Bon, eh bien on verra après votre
lecture, si vous la faites vraiment. Merci, cher Alain Finkielkraut, de donner chaque dimanche de l'esprit au réel. Et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Et bonne année au passage à nos collègues de RCJ et à la plus fidèle de nos auditrices, Nadège Puljac, que vous retrouverez désormais, me semble-t-il, le jeudi. En attendant dimanche prochain, on vous retrouve aussi jeudi, Alain, dans le nouveau Causeur, où, en plus de l'esprit d'escalier, vous répondez à Anatoly Sharansky, qui s'inquiète du destin des Juifs dans l'Europe post-nationale. Je dirais qu'on n'en sort pas. Bonne semaine à tous.